Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bonsoir à vous tous qui êtes présents ici, naturellement, dans les locaux du Presse Club, de ce nouveau Presse Club de France. Et puis, évidemment, bienvenue à tous ceux, et je sais que vous êtes très nombreux, plusieurs milliers, me dit-on, à nous suivre sur donc, le Facebook Live du Presse Club, en compagnie donc... enfin, je ne veux pas le faire rougir, mais si je dis l'avocat le plus célèbre de France, il ne va pas aimer. Enfin, on va dire donc l'un des avocats les plus célèbres de France, en tout cas l'un de ceux qui a le pouvoir de conviction certainement le plus fort, et qui en plus, avec lequel je partage beaucoup de choses, notamment l'amour de la chanson française qui nous a fait nous rencontrer plus d'une fois dans des concerts de ceux que nous aimons. Et puis l'amour de la vie, l'amour des jolies choses de la vie. Cher Eric, c'est vraiment un grand plaisir de... Bon, habituellement, nous tutoyons, mais là nous allons nous vouvoyer pour les... Oui, enfin, on va essayer en tout cas. Ou sinon, on fait en anglais. Là, du coup, c'est plus facile. Mais je ne peux pas lutter contre vous en anglais. Bon, c'est un vrai plaisir de... Allez, on va être simple. C'est un vrai plaisir de te recevoir. Vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté au Presse Club de France une fois par mois. Nous recevons une personnalité. Il y a deux critères. Un, c'est en général, il y a un livre qui vient de sortir et nous allons avoir l'occasion d'en parler. Deux livres en la circonstance. Et puis le deuxième critère, je dirais, c'est peut-être le premier. C'est en général, c'est les personnes que nous apprécions. Donc voilà, bienvenue en tout cas, cher Eric. Je pense qu'il est à peu près inutile de te présenter, même si dans tes deux livres, tu dévoiles quand même beaucoup de ta vie. D'ailleurs, ce sera peut-être ma première question, parce que tu dévoiles notamment dans ce dictionnaire de ma vie, tu dévoiles beaucoup de choses sur ton enfance, sur ta jeunesse, sur tes parents, sur ton modèle, Maître Furbery, nous y reviendrons peut-être, et tu le fais quand même avec beaucoup de courage, ça n'a pas dû être très facile justement de dévoiler tout cela. Qu'est-ce qui finalement t'a poussé à te dévoiler sans doute comme jamais dans ce livre, Dictionnaire de ma vie, paru tout récemment aux éditions Quéro? D'abord parce que je pense qu'on est le fruit de son histoire et que je suis arrivé à un âge où il y en a plus dans le rétroviseur que dans le viseur. Et que j'ai beaucoup réfléchi aux raisons pour lesquelles j'avais souhaité devenir avocat. Alors, je ne sais pas si je suis parvenu au bout de ma réflexion, mais il y a évidemment dans mon enfance un certain nombre de choses qui font que... des choses que j'identifie qui font que je suis avocat. Et puis, je pensais aussi qu'il était important que l'avocat soit incarné, au sens où on méconnaît cette profession. Les Français détestent les avocats, ils aiment leurs avocats, mais ils détestent les avocats. Et je voulais expliquer qu'être avocat, c'est d'abord et avant tout être un homme, comme tous les autres. Et ce que je raconte de mon histoire, évidemment, est singulier, mais en même temps, c'est quelque chose qui nous appartient à tous, enfin, d'une certaine façon. Tu expliques également que dès le début, c'est avocat pénaliste que tu souhaitais devenir. C'est vraiment une vocation de toujours. D'ailleurs, dans ton premier livre, qui s'appelle Direct du droit, que nous avons également... D'ailleurs, je trouve que le jeu de mots est quand même assez sympathique. Direct du droit. Une métaphore sportive. Tout le monde aura compris. Ouais. Tu expliques que c'est en fait des affaires assez anciennes désormais, auquel tu t'es profondément attaché. Tu parles notamment de l'affaire de mémoire Christian Ranucci et de l'affaire Fesch, qui date de 1957, où là, un jeune homme qui a ensuite été, j'espère ne pas dire de bêtises, qui ensuite a été quasiment sanctifié par le Vatican, a été condamné à mort. Oui. Et peut-être peux-tu revenir là-dessus. Bon, là, c'était en 1957, donc tu n'étais pas né. Mais ensuite, il y a eu l'affaire Ranucci qui est en 1974. Ce sont ces deux affaires-là qui vraiment ont poussé le jeune homme que tu étais. C'est surtout Ranucci, oui. C'est l'idée de la... Enfin, son exécution qui m'a bouleversé. J'étais adolescent et je ne peux pas expliquer pourquoi, mais je me suis dit que... Enfin, sans doute que ça nourrissait mon romantisme un peu morbide d'adolescent. Et je me suis dit que ça devait être un métier fantastique que de se dresser contre la peine de mort. Et puis peut-être aussi l'idée d'être seul contre tous, c'est quelque chose qui
qui m'a fait beaucoup rêver quand j'étais gamin, oui. Rappelons que Christian Ranucci avait été défendu notamment par maître Jean-François Le Forcenet du barreau de Oui. Marseille, qui Et n'avait Paul que Lombard, 25 ans, oui. mais qui n'avait, le regretté Jean-François Le Forcenet, malheureusement, qui nous a quittés bien trop tôt, et qui n'avait que 25 ans. Et qui ne s'est jamais remis de... Qui avait à peu près le même âge Oui, bien sûr. que Ranucci. Oui. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a énormément compté pour toi, pour entrer dans cette profession. Oui, il y a sans doute d'autres choses, mais ça, c'est l'élément vraiment fondateur, oui. Oui, je me souviens parfaitement de ce moment où l'on apprend à la radio, où j'apprends à la radio l'exécution de Ranucci. Ouais. Et alors, donc, il y a également, parce que tu en parles dans ton livre précédent, ça c'est beaucoup plus ancien, sur la réhabilitation de Jacques Fesch. Peux-tu nous rappeler brièvement les circonstances de ce qui a précédé cette condamnation à mort, en fait? Mais en 2 mots, il est accusé d'avoir tiré sur un policier lors d'un vol à main armée. Il y a de vraies contestations sur son intention homicide. Il est condamné à mort. En dépit d'un comité de soutien extrêmement important, il ne sera pas gracié par le président de la République et donc exécuté. Et pendant sa période de détention, qui est de plusieurs années, il va rédiger des œuvres qui sont considérées aujourd'hui par l'Église catholique comme des œuvres majeures. Et son fils, j'aime beaucoup son fils. D'abord, il ne porte pas le nom de son père, il va tout faire pour pouvoir enfin porter le nom de son père. Il va diligenter une longue procédure, et parce qu'il est fier de son père. Et puis, il va me demander de déposer une requête en réhabilitation. Mais la loi n'a pas prévu l'hypothèse d'un condamné à mort exécuté. La loi, elle permet à tout un chacun d'être réhabilité quand son parcours de vie s'est éloigné de la délinquance. Mais la loi n'a pas prévu le cas du condamné à mort. C'est un cas unique. Et c'est donc le fils qui introduit la requête. Elle va être examinée bientôt et on espère qu'elle sera recevable. Et on a dans le parcours de cet homme le grand écart que les hommes peuvent réaliser entre la délinquance d'un côté, évidemment, et puis le bien, si j'ose dire, de l'autre. Et Fesch, c'est cette histoire-là, et elle est assez passionnante. Alors, jeune avocat, tout de suite, tu souhaites être pénaliste, ce qui veut donc dire refuser tout ce qui est, litiges commerciaux, divorce, oui. etc. Oui. Oui. Et là, tu prends un peu ton bâton de pèlerin. Tu n'as pas beaucoup de moyens, hein, tu le dis dans ce livre, et tu vas faire une rencontre extraordinaire avec Maître Furbury du barreau de Toulouse, qui est un homme dont tu parles vraiment avec beaucoup d'affection. Tu en parles à la fois déjà physiquement, il représente quelque chose, une élégance avec des cheveux blancs, et une élégance, et puis la façon de parler. Tu parles d'un léger accent du Midi, et cet homme va beaucoup te marquer. Oui. Beaucoup. D'abord, j'ai pas de père, moi. J'ai plus de père. Et Alain, ça va devenir une figure tutélaire pour moi. Et un père spirituel, au sens propre comme au sens figuré, parce qu'il est extrêmement drôle, spirituel. C'est une intelligence vive. C'est une très belle allure. Il ressemble à un grand d'Espagne. Mais alors, ce qui se passe, c'est que quand je suis diplômé, on me dit, mais on ne peut pas ne faire du pénal. À Lille, on ne peut pas ne faire que du pénal. C'est pas possible dans une ville de province. Mais moi, je ne veux faire que ça. Et comme je suis têtu et opiniâtre, j'essaie de faire le tour de France pour trouver une ville où on peut ne vivre que du pénal. Donc, naturellement, je vais à Marseille. Nos amis marseillais, Jean-Claude Godin, que j'adore, va me téléphoner demain. Et personne ne veut d'un jeune stagiaire. Non. Puis je vais à Toulouse. Et là, je rencontre Alain Furbury, et c'était une rencontre absolument extraordinaire. Moi, je suis un gamin, il n'y a que ma mère qui sait que je suis avocat. Il va m'accueillir comme si j'étais un confrère, et avec tous les égards que l'on doit aux confrères que l'on aime. Puis je me souviens, on va dîner place Wilson, et le plat qu'il commande n'est pas assez bon, il considère que c'est pas digne de moi, et moi ça m'épate toute cette démonstration de prévenance, d'élégance. Bon. Mais il n'a pas besoin non plus d'un collaborateur. Alors j'atterris à Paris, puis à Paris je trouve enfin une collaboration chez un grand pénaliste de l'époque,
Et il me paye trop chichement pour que je puisse me loger. Et donc, désespéré un peu, je retourne à Lille. J'aime ma ville, j'aime ma région, mais on m'a tellement dit, et tous les Cassandres m'ont tellement dit qu'on ne pouvait pas vivre du pénal, que j'y vais un peu le cœur serré. Et là, je vais avoir une opportunité fantastique, parce que c'est des gens qui font du droit des affaires, qui vont m'embaucher, mais à mi-temps. Et le matin, je traite leur dossier, et l'après-midi, je suis libre. Enfin, à mi-temps, en tous les cas, je peux développer ma clientèle pénale. Et je me souviens, dans la salle d'attente, il y a à la fois des grands patrons du nord de la France, grands industriels, habillés comme s'habillent les grands industriels, avec mes premiers clients casquettes. Et jamais ces avocats-là ne me disent « mais enfin quand même, ça fait un peu de tâche dans la salle d'attente », jamais. Ils m'ont laissé un peu plus de 2 ans développer ma clientèle. Ils ont été merveilleux pour moi. Et après 2 ans, je me suis installé à mon compte. Et c'est comme ça que tout est parti. Et après, les choses sont finalement allées assez vite. Je sais pas. Tu expliques dans le livre combien de temps faut-il. Combien de temps. Je crois que c'est un dialogue avec Alain Fiordory. Ouais, combien de temps. Ouais. Ça fait 10 ans que je suis avocat. Ouais. Et lui disant il faut 20 ans. Ouais. Il faut 20 ans. On plaide à Bobigny tous les deux parce que il va me faire rentrer dans des affaires. Je vais lui demander très souvent, parce que je suis en demande de venir me donner un coup de main dans des dossiers que j'estime difficiles. On a plaidé à Bobigny en 93. Et puis l'homme pour qui nous avons plaidé est acquitté. Et on se promène dans Paris, c'est la Coupe d'Europe que Marseille vient de gagner. Je me souviens de ça, parce qu'il y a des gens qui se jettent dans les fontaines de bonheur. Enfin, bon. À Paris ? À Paris, oui. Ça a changé depuis. Ça a changé un peu, oui. La victoire de Marseille, enfin bon, bref. Oui. Mais ils se sentent français davantage que marseillais, à mon avis. C'est la victoire d'une équipe française, c'est la première. Enfin voilà, il y a cette ambiance. Et puis, moi, un peu crânement, je lui dis mais il faut combien de temps pour faire un bon avocat ? Puis, secrètement, j'espère qu'il va me répondre tu es déjà un bon avocat. Et là, il me regarde, puis il y a une petite étoile dans l'œil, et puis il me dit 20 ans. Et c'est une gifle, quoi. Mais imprimée, je la sens arriver, là. Voilà, ça fait mal. Et je pense qu'il avait raison. Et après donc, il décède, je crois, en 99, je crois, et tu expliques que c'est une vraie blessure, une vraie blessure pour toi. De la façon dont tu en parles, ça semble être encore une blessure aujourd'hui. Oui, ça l'est encore, et je pense à lui tous les jours. C'était vraiment Est-ce que dans cette profession, un peu comme dans le journalisme, où on a souvent des mentors, des maîtres, des parrains, on va dire, oui. Est-ce que chez les avocats, c'est également le cas ? Bien sûr, oui. C'est un métier de transmission. Oui. Et de transmission orale, surtout. Est-ce que toi, parmi les jeunes qui, j'imagine, doivent être très nombreux à venir te voir, à solliciter des rendez-vous, est-ce que tu as déjà certains qui t'ont demandé d'être leur parrain ? J'imagine que oui. Mais c'est pas quelque chose qui se demande, c'est quelque chose qui se fait naturellement. C'est comme dans la vie, il y a des jeunes, on les entend plaider, puis on se dit, mais là, il y a quelque chose, il y a un vrai talent, ça ne demande qu'à prospérer, tout ça. Oui, bien sûr. Comment se sont passés, Éric, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on a le sentiment, qui est un sentiment évident, que tu es aujourd'hui devenu l'avocat le plus médiatique de France. D'ailleurs, tu parles d'un chapitre qui s'appelle... Ce qui est intéressant dans ce dictionnaire, c'est que c'est A comme acquittement, B comme Bataclan, nous y reviendrons, C comme cuisine. C'est extrêmement varié. Tu parles de ton amour de la cuisine. Je fais une petite parenthèse, mais tu parles de ton amour de la cuisine. Oui. Tu parles de ton amour des cigares. Oui. Tu parles de ton amour, je dois bien, j'ai de le dire, même si ce n'est pas politiquement correct, et ça, je pense que tu en parleras. Tu parles de ton amour de la tauromachie, voilà, etc. De la chasse, etc. Tu parles finalement avec beaucoup de sincérité, de passion, qui ne sont pas devenues toutes avouables aujourd'hui. Et là, tu fais un chapitre. Elles sont toutes inavouables. Voilà, elles sont toutes inavouables. Et là, tu fais un chapitre qui est quand même assez courageux, qui est très courageux sur finalement, tu parles de ton amour du whisky également, de mémoire. À W, c'était whisky ou wapiti. Comme je connais mieux le whisky que les wapitis. Voilà. Et c'est un livre extrêmement, extrêmement honnête. Et donc, tu parles donc de ces fameux réseaux sociaux. Et on sent, à travers tes lignes, que tu ne les aimes pas beaucoup. Tu parles de ta passion pour l'écrit, tu parles d'un dictionnaire également. Ça, c'est assez éloigné justement des réseaux sociaux. Comment aujourd'hui arrives-tu à concilier finalement tes passions qui sont désormais connues de tous
et le fait qu'aujourd'hui, je te cite, on ne peut malheureusement plus rien dire. Et on ne peut même plus dire à une jeune femme qu'elle est jolie. Enfin, j'exagère un petit peu, mais voilà. Donc, comment réagis-tu à tout cela ? Mais ce que je crois au fond, c'est que on est dans une époque qui est à ce point moralisatrice qu'elle nous amène à stigmatiser ce qui nous oppose plutôt que de constater ce qui peut nous unir. C'est-à-dire que la moralisation à outrance, c'est le bien contre le mal. Alors Ferré disait ce qui est emmerdant avec la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. Et ça nous conduit à des clivages qui sont, à mon avis, extrêmement inquiétants, pour ne pas dire extrêmement dangereux. Le plus dangereux de ces clivages, évidemment, c'est les communautarismes, qui n'ont jamais été exacerbés autant qu'aujourd'hui. Il y a des familles juives, par exemple, et beaucoup de familles juives qui quittent certains départements parce que ça n'est plus vivable pour elles. Des violences dans les communautés, tout ça, on entend malheureusement parler de ça tous les jours. Il y a aussi des clivages entre les hommes et les femmes avec... vous avez vu que maintenant on ne parle plus de meurtre, mais de féminicide. On a du mal à dire qu'une jeune fille est jolie. Il y a tout un nouveau code qui s'est instauré dans les rapports hommes-femmes. Le fait de siffler une femme aujourd'hui, c'est 90 € d'amende, alors que pour moi, ça devrait être réglé par la bienséance et pas par autre chose. Et d'ailleurs, nous avons une relation commune, je ne dirais pas qui c'est ici, qui est une dame d'un certain âge, qui est l'élégance incarnée, qui m'a dit récemment « Ah, moi, je regrette de ne plus être sifflé ». Vous avez des fous furieux, des intégristes, des talibans partout. Là, je ne parle pas de religion, c'est au sens familier du terme, vous l'avez compris. Mais enfin, quand un député socialiste dit « Madame la Présidente », ça va très bien. Quand il dit « Madame le Président », il est amputé d'un tiers de ses indemnités. On est chez les dingues, hein. On n'a pas autre chose à foutre que ça. Pensez pas qu'il y a d'autres sujets que voilà. Je poursuis avec ça. Il y a l'élu verte qui dit on ne devrait plus parler du patrimoine mais du matrimoine. Mais franchement, je lui ai souhaité d'ailleurs de merdre les élections. Comme ça, voilà, on sera quitte. Mais penses-tu Et je termine là-dessus parce que ta question, elle est très très complexe. C'est tout le bouquin presque en une question. Et puis ensuite, il y a plein de choses aussi qui nous opposent et on stigmatise nos différences en permanence parce que c'est dans l'air du temps. Macron dit devant les agriculteurs, je bois un verre de vin le midi. Ben, s'il ne le dit pas devant les viticulteurs, je ne vois pas devant qui il va le dire. Allez, polémique, les ligues anti-alcoolo, etc. Vous dites, moi j'aime la viande, j'aime la barbaque. Alors vous avez les véganes qui vous tombent sur le rable. Vous dites, moi j'aime la corrida. Mais écoutez, moi je comprends qu'on puisse ne pas aimer la corrida. Vous avez le droit de ne pas y aller si vous n'aimez pas. Vous avez le droit de la détester. Vous avez même le droit de vous battre pour que la loi soit modifiée. Pour le moment, c'est un droit qui existe. Mais voilà, ça peut être évolutif tout ça. Mais ne m'interdisez pas d'y aller. Ne venez pas m'emmerder quand si je chasse. Moi, je pratique la chasse au faucon. Bon, je trouve que c'est la plus belle et la plus écologique des chasses. Ne venez pas m'emmerder si vous n'aimez pas. Vous avez le droit de ne pas aimer la chasse. Vous n'êtes pas obligé de chasser. Et puis tout est comme ça. Et tout est absolument comme ça. Vous avez Miss France qui dit c'est quand même magnifique. Il y a eu une blonde et puis une crinière de lion qui a été élue. Alors là, on lui tombe sur le râle parce qu'elle a dit crinière de lion et que la jeune femme est une jeune femme de race noire. Et ça n'arrête jamais, jamais, jamais. C'est une machine permanente. J'ai un confrère qui écrit récemment d'une consoeur de Marseille, qui peut-être va se reconnaître. Il dit elle est extrêmement compétente, c'est une excellente avocate dans son domaine, etc. Et dit-il, en plus, elle est jolie. Et alors là, c'est une association de boudins qui lui tombe dessus. Ouais. Pour dire mais comment a-t-il parlé? Est-ce qu'il faut parler du physique? Enfin, on devient fou et ça n'arrête jamais. Quant à, vous avez des gens qui viennent vous expliquer qu'il ne faut pas aller à ces concerts. Pardon, vous n'êtes pas obligé d'y aller au concert de Quentin. Si vous voulez y aller, vous y allez. Si vous ne voulez pas y aller, vous n'y allez pas. Ça s'appelle la liberté, ça. Ouais. Mais ce qui est fou, c'est qu'on est dans une époque où vous avez
quoi qu'il arrive, une association qui se crée et qui vous dicte ce qu'il faut faire et comment il faut vivre. Et ça, je trouve que c'est insupportable. Penses-tu, nous en parlions il y a quelques minutes en préparant cet entretien, penses-tu qu'il y aura un retour en arrière ou penses-tu qu'au contraire, c'est désormais inscrit dans les gènes de la société ? Je crois qu'il y a des mouvements de fronde qui se créent. Moi, je n'appelle pas à la révolution poujadiste, mais je dis qu'il faut faire attention à nos libertés, il faut faire attention. D'abord, je pense que les cycles sont faits comme des balanciers. Et que, par exemple, là, il y a des gens qui disent mais les 80 km/h, il faut quand même qu'on puisse discuter de ça. Alors c'est vrai qu'il y a des impératifs de sécurité, tout ça n'est pas facile, je le conçois bien volontiers. Quand on vous oppose les morts, etc., ça mérite une vraie réflexion et ça mérite bien sûr qu'on prenne tout ça en considération. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des excès ? J'ai assisté il y a quelques années à la conférence d'un universitaire de Lausanne qui expliquait que parfois la loi elle-même, quand elle est trop rigide, génère des infractions. C'est le cas de tous ceux qui n'ont plus de permis. Enfin, pour avoir le permis aujourd'hui, il y a une solution, c'est de ne pas conduire. Je suis navré de le dire. Quant aux politiques, là c'est du poujadisme, mais je ne peux pas m'interdire de le dire, ils ont tous des chauffeurs, puis de toute façon je vois mal les chauffeurs des grands politiques se faire... je sais que Autoplus avait suivi quelques chauffeurs de nos dirigeants. J'ai le souvenir, c'était des pertes genre 17 points en 1h30 de conduite. Bon, donc il faut aussi mesurer ce qu'est la vie des gens. Moi, je ne monte pas dans un taxi sans que le type il me dise à mes maîtres, il me reste un point, il m'en reste plus, comment on fait, etc. Donc il faut faire attention à ça. C'est la formule de Pompidou qui a été reprise par Macron d'ailleurs sur la question de savoir si on peut continuer d'emmerder les Français ou s'il faut... On est dans l'hyper-réglementation de tout. De tout. Vous savez, quand je suis arrivé ici, j'ai allumé une cigarette là sur le parvis. Il y a un type de la sécurité qui est venu me demander de l'éteindre. Mais j'ai dit, monsieur, on est dehors. Maître Dupont-Moretti recherche un avocat pour le défendre d'avoir fumé une cigarette dans la rue. Il y a un deuxième type de la sécurité qui est venu. Oui. Voilà, et tout ressemble à ça. Alors j'aimerais qu'on revienne, parce que là aussi tu en parles avec vraiment énormément d'honnêteté, voilà, du fait qu'il est parfois très difficile d'être avocat, et notamment sur une affaire qui a vraiment secoué, bien mon Dieu, qui a secoué la France entière. Alors tu en parles avec une extraordinaire pudeur. Je parle évidemment de l'affaire Merah, de l'affaire Abdelkader Merah, où donc tu as évité à son... Oui, de Mohamed Merah, le tueur, et Abdelkader Merah, son frère. Tu lui as évité bien la prison à perpétuité suite à un procès qui a vraiment défrayé la chronique. Tu as reçu nombre de menaces, tu en parles. Ce n'était pas facile d'être cet avocat-là. Ça commence par une plaidoirie absolument magnifique qui est dans ce livre, où tu te mets à la place des familles des victimes. Ce livre, honnêtement, je l'ai lu avec beaucoup de passion. Vraiment, je vous le recommande très, très vivement. C'est un livre... on ne le quitte pas. On ne le quitte pas, ce livre. Tu en parles... Vraiment, d'ailleurs, rien que d'en parler, j'ai pas mal d'émotions dans cette voix. Tu publies donc une plaidoirie absolument magnifique, et tu dis en substance que finalement, tout le monde a droit à une défense, en fait. C'est ça. Tu cites d'ailleurs Maître Pollack, Maître Vergès, d'autres modèles pour toi, j'imagine. Et même les pires... Enfin, là, en l'occurrence, tu as réussi à prouver que lui n'était pas le commanditaire. Mais il incarnait le pire. Il incarnait le pire. De l'opinion publique. Et donc, comment fait-on finalement pour défendre le pire ? Alors, je veux dire plusieurs choses. Là aussi, c'est une question complexe. Bon, d'abord, la plaidoirie, c'est la première fois que je publie une de mes plaidoiries. Parce que c'est par définition, par essence, une plaidoirie, quelque chose d'éphémère. Mais là, on est dans une volonté pour moi d'expliquer comment on peut défendre Merah. D'abord, défendre Merah, ce n'est pas, mais je pense que tout le monde l'a compris maintenant, défendre l'islamisme radical. Moi, je ne suis pas devenu barbu. Oui, enfin d'accord, mais c'était avant. Et ce que je pense, c'est que ma réponse va être un peu longue, pardon, mais au fond, qu'est-ce que veulent les terroristes ? Ils veulent nous empêcher de vivre comme nous avons décidé de vivre. Voilà. Par la terreur. Donc ils ne veulent pas de notre démocratie, ils ne veulent pas des rapports que nous avons hommes-femmes, ils ne veulent rien de tout ça. La conception qu'ils ont de la justice, vous avez bien compris qu'il n'y a pas de place pour un avocat dans leur justice, parce qu'on égorge des malheureux sans... Bon, voilà.
Et ces gens-là veulent que nous abandonnions nos principes, notre vie, notre mode de vie, nos habitudes, nos usages, voilà. Ce qui fait que nous sommes nous dans cette identité française, européenne. Et ce que j'essayais d'expliquer, c'est que si nous transigeons sur nos principes, alors les terroristes ont gagné. Si Merah considéré comme un islamiste radical, ce qui est le cas pour le coup, n'est pas jugé comme n'importe quel autre accusé, alors ça veut dire que les terroristes ont gagné et que nous avons failli sur les principes qui sont les nôtres. Et ça, c'est inenvisageable. C'est pour ça qu'il était important de défendre Merah. Et au-delà de ça, le principe qui devait être respecté, c'était celui qui veut qu'on ne condamne pas un homme si on n'a pas la preuve de sa culpabilité. Ce que la cour d'assises, composée de magistrats professionnels, a eu le courage de dire dans un arrêt, dans une décision extrêmement motivée là-dessus. On savait qu'il était en contact avec son frère. On ne savait pas ce qu'il se racontait, il n'y avait pas d'acte positif de complicité, c'est la raison pour laquelle il n'a pas été condamné pour la complicité d'assassinat. Parce que la loi prévoit que pour être complice, il faut que sciemment, et l'adverbe est important, on ait donné son aide à l'auteur principal. Bon, cette preuve n'était pas rapportée. Je le disais depuis le début de l'instruction, je disais mais il n'y a pas la preuve. Et la cour d'assises a consacré ce principe essentiel, mais pour nous, pour l'idée que l'on se fait de notre société et de notre justice, principe selon lequel, quand il n'y a pas de preuve, eh ben on acquitte. Parce que devant la cour d'assises, on n'est pas au café du commerce. Au café du commerce, on dit « Ah, Merah, il mérite une balle dans la tête ». Et ça, c'est ce que j'appelle la bataclanisation des esprits. C'est-à-dire que ce terrorisme nous a fait tellement de mal, nous fait tellement souffrir, il y a tellement de victimes, de sang, de larmes, que, évidemment, on se dit, mais parfois à la hâte, au café du commerce, mais si on pouvait tous les zigouiller sans procès de façon sommaire. Mais je pense que nous reculerions si l'on faisait ça. Et il faut faire attention à la façon dont on regarde notre liberté. Je voudrais vous dire encore un mot. J'avais prévenu Nelson que ma réponse était un peu longue. Je viens de voir un sondage tout à fait récent. C'est des jeunes gens qui sont interrogés et qui disent, on leur pose la question du Bataclan et de Charlie Hebdo. Et ils disent, ouais, mais Charlie Hebdo, ils l'ont un peu cherché. C'est-à-dire qu'ils font une différence entre les victimes. Moi, je n'aime pas personnellement Charlie Hebdo. Je n'aime pas le blasphème. À titre personnel, c'est pas ma sensibilité. Sœur Emmanuelle qui se fait troncher, je parle Charlie Hebdo là, par l'adjudant Cronenbourg, ça me fait pas rire et je n'ai pas acheté ce journal, je suis pas obligé de l'acheter comme on n'est pas obligé de faire ou de faire. D'accord. En revanche, le droit au blasphème existe dans notre pays. C'est une liberté qu'on peut user ou que l'on peut ne pas user. Et les gamins disent, au fond, nous renonçons d'une certaine façon à cette liberté-là, qui est la liberté de blasphémer, parce que nous craignons le terrorisme. Et bien là, le terrorisme a avancé, parce que nous avons bougé sur une liberté qui est la nôtre. Alors elle n'est pas essentielle, la liberté de blasphémer, hein, c'est pas fondamental, mais c'est une liberté quand même. Et puis on part du principe que les petits abandons entraînent les grands. C'est pour ça que c'était important de défendre Merah, pour que des gens disent, il y a des principes, ils existent, et ça, je ne l'ai pas fait tout seul, je l'ai fait parce qu'il y avait des magistrats courageux et qui ont rappelé qu'effectivement, on ne pouvait pas condamner un type si on n'avait pas la preuve de sa culpabilité. Sinon, on se met au même niveau que les terroristes. Et une dernière chose, pardon. Le premier acte pacificateur après la guerre, pour les plus anciens ou ceux qui s'intéressent évidemment un peu à l'histoire, c'est un procès, c'est le procès de Nuremberg. Les nations jugent alors les principaux responsables nazis. Hitler s'est suicidé, donc il manque évidemment dans ce procès, mais ils ont tous des avocats qu'ils ont choisis et il y aura 3 acquittements. Et tous ne seront pas condamnés au maximum de la peine. Par exemple, l'architecte d'Hitler, Speers, sera condamné à 20 ans.
Mais ce que je veux dire, c'est que les nations libres décident, c'est le premier acte de pacification, un procès. Et c'est là où la justice est essentielle, et c'est là où il y a des principes qui doivent être respectés. On m'est tombé dessus quand j'ai dit que c'était mon honneur d'avoir défendu Marat, et je le redis, c'était mon honneur d'avocat, parce que c'était compliqué, parce qu'il était seul contre tous, j'allais dire une fois encore, parce qu'il incarnait le mal absolu, et que j'estimais qu'il était utile. Et puis il y a autre chose, et après je m'arrête, parce que là je suis vraiment trop long. Il y avait 2 gamins avec moi, la jeune génération, on parlait des jeunes tout à l'heure, Antoine V, Archibald Céleron. Je leur ai dit, est-ce que vous venez avec moi? Mais mesurez bien que votre nom va être indiciblement lié à cette affaire. Et tous les 2, ils ont dit, ouais, on y va. Et ils ont été avocats jusqu'au bout des ongles. Voilà, c'était compliqué, mais vraiment, moi, je suis content de l'avoir fait. Tu en parles, quelques brefs extraits de cette plaidoirie. D'abord, il y a l'horreur que nous inspirent ces crimes, leur cortège de chagrin, de révolte et d'incompréhension. Des hommes de paix assassinés, blessés, des petits-enfants qui ont été exécutés, toute cette abomination commise au nom de Dieu. Et tu poursuis un petit peu plus loin. Je sais encore que l'acquittement d'Abdelkader Merah, fût-il prononcé au bénéfice du doute, sera une injure pour certaines parties civiles, même si certaines d'entre elles déjà dans la presse ont évoqué cet épilogue. Après, tu poursuis avec beaucoup de... C'est extraordinaire parce que tu as à la fois une compassion énorme pour les victimes et leurs familles, et en plus, tu ferais vraiment là ton devoir d'avocat, l'essence même de la preuve. C'est-à-dire que tout homme, quel qu'il soit, quel que soit son crime, a droit à une défense. Je pense que tout le monde se souvient, enfin, ceux qui se sont intéressés à cette affaire, l'interview mémorable auquel me soumet le sieur Nicolas Demeuran, qui veut absolument m'attirer sur le terrain du compassionnel avec l'histoire de la tétine des enfants. C'est-à-dire que, d'abord, il y a ce dialogue incroyable où il me reproche d'avoir dit de la mère Merah que c'était une mère. Et je vais être obligé de lui répondre que c'est pas une vache qui avait lait. Je le redis. Et puis ensuite, quand j'évoque la défense de Merah, il me dit oui, mais il y a cet enfant avec la tétine. Et puis au bout d'un moment, je lui dis mais pourquoi vous croyez qu'il n'y a que vous qui êtes touché par cette image? Moi, je les ai vues, les victimes. Elles étaient là, dans la salle. Je peux même vous dire que certaines d'entre elles venaient le matin me serrer la main parce qu'elles avaient compris que c'était important que Merah soit défendue. Il y a même l'une des victimes qui l'a dit dans un grand journal du dimanche en disant mais c'est normal pour nous que Merah soit défendue. Et Nelson, je vais même te dire autre chose, parmi les courriers que j'ai reçus, j'ai reçu beaucoup de lettres d'injures, de menaces, non, une fois seulement, hein, mais beaucoup de lettres aussi de gens me disant mais vous avez raison, il y a tout ce débat, évidemment, puis c'est un débat passionné et passionnel. J'ai reçu la lettre d'un rabbin, c'est une lettre sublimissime, qui m'explique qu'il était indispensable que Merah soit défendue. Et il y a là-dedans une compréhension de la situation et un recul, et les mots qui ont été utilisés d'ailleurs par cet homme, qui est un homme de paix, pour dire, mais oui, c'est notre institution aussi qui est en jeu, et je le redis, notre façon de vivre. Mais Breivik, l'affaire Breivik, vous savez... En Norvège, mais tu en parles également, oui. Bon, il y a des voix qui s'élèvent à ce moment-là en Norvège pour dire mais il faut alourdir les peines, il faut condamner davantage. Et il y a des voix qui s'élèvent pour dire mais si nous faisons cela, alors Breivik, d'une certaine façon, a gagné, parce qu'il nous impose sa loi et sa loi terroriste. C'est un peu tout ça, les choses importantes de cette affaire. Alors, le temps passe très vite en ta compagnie, donc nous allons prendre, je pense, quelques questions. Je suis sûr qu'il va y en avoir. Il y a déjà beaucoup de mains qui se lèvent. Nous avons également sans doute des questions qu'Isabelle nous donnera sur notre Facebook, mais peut-être, alors je ne sais pas qui veut commencer. Voilà. Bonsoir. Concernant l'affaire Merah, il y a 2 avocats qui ont refusé de le défendre, et donc du coup ils ont appelé Moretti en disant... Non, j'ai été dans la procédure dès le début, monsieur. Donc c'est vous qui avez fait appel, Ah non, moi j'ai fait appel à personne, parce que d'abord c'est interdit. C'est la famille Merah qui m'a contacté au début de son incarcération. Je suis allé voir, j'ai
J'ai vite compris que dans le dossier, il y avait un certain nombre de difficultés. J'ai vite compris qu'il était là, puisque son frère s'était fait tuer par les services de police, qu'il était là pour moi par défaut. Et que il est important, parfois pour certains, dans les affaires de cette nature, où l'opinion publique est à vif, de désigner et d'offrir un coupable. C'est ce que j'ai dit quand je suis sorti du procès. J'ai dit, j'ai fait une déclaration sous les huées de quelques activistes du Bétard. Je ne sais pas si vous avez vu ces images, mais j'ai dit qu'en réalité, oui, on avait renvoyé Abdelkader Merah parce que son frère s'était fait tuer. Et je pense que si Mohamed Merah avait été pris vivant, Abdelkader Merah n'aurait pas été renvoyé dans une cour d'assises. Je le pense vraiment. Mais non, à ma connaissance, il n'y a pas d'avocats qui ont refusé de plaider pour lui. Mais il y a d'autres affaires, enfin, je connais d'autres affaires de cette nature dans lesquelles des avocats ont évidemment refusé d'y aller. Oui. C'est aussi un risque, en termes d'opinion publique, c'est pas simple non plus. Hein. Moi, j'ai réfléchi 2 minutes quand même. Hein. Je me suis dit... Bon, financièrement, j'en parle même pas. Alors, j'ai été amené à parler de mes honoraires puisque j'ai été accusé par un dénommé Sifawi, pseudo-journaliste, je cite son nom, d'être payé par Daesh, ce qui était n'importe quoi. Alors, c'était une polémique de plus, voilà. Et donc, j'ai répondu à cela, évidemment, en disant... que je n'avais même pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle parce que je voulais pas qu'il y ait une polémique supplémentaire. Voilà. Mais Eric, j'imagine qu'il y a beaucoup d'affaires que tu plaides gratuitement, en fait. Non, beaucoup non, mais il y en a quelques-unes. Quelques-unes, oui. Oui, voilà. Enfin, je ne sais pas ce qu'on appelle beaucoup, mais, non, mais il y en a quelques-unes. Mais celle-là, je la trouvais tellement importante sur le terrain des principes. Je me disais, en fait, si j'y vais pas, une fois que j'ai été désigné par lui, si je me dégonfle... je suis pas avocat, voilà. Hein, mais évidemment que j'y ai réfléchi un instant. Moi, j'avais pas besoin de cette affaire, même en termes de notoriété, de médiatisation. J'avais 57 ans, je suis plus proche de la sortie que de l'entrée. Franchement, j'avais pas besoin de ça, mais je trouvais que c'était important. J'ai dit que c'était un honneur de l'avoir défendu. Et je le redis, n'en déplaise à Bernard-Henri Lévy et à d'autres. Avec lequel tu n'entretiens pas des rapports, on va dire. Vous ne partirez pas aux vacances ensemble. Non, je crois pas, non. Ni même de la chasse aux faucons en Écosse. Non. Alors, oui. Bonsoir maître. Alors j'avais une question pour vous. Vous qui couvrez tous les procès les plus médiatisés de France et qui êtes évidemment très régulièrement interviewé dans le cadre de ces procès, comment faites-vous pour justement connaître la limite lorsque vous communiquez des informations aux journalistes, ne pas trop en dire sur des procès Dans les procès en cours, je parle très rarement. Si vous regardez ça de près, dans Merah, par exemple, j'ai attendu que le verdict soit prononcé avant de m'exprimer. Je suis allé sur France Inter, et puis il y a eu un film qui a été réalisé pendant le procès, qui a été diffusé sur la chaîne 23, où j'explique avec mon jeune associé Antoine V et l'un de mes collaborateurs Archibald Céleron, et on explique, on est, comme on dit aujourd'hui en live, comment on travaille, sur quel point on va porter notre défense. On explique qu'il n'y a pas de preuves, et puis on en fait une démonstration, et on explique notre état d'esprit au fur et à mesure. C'est extrêmement pédagogique, ce film, et ça a été fait exprès. Mais ça a été diffusé après le procès, pas avant. D'abord, avant, je savais bien que j'étais inaudible. Parce que les journalistes aussi font dans le compassionnel le plus absolu. C'est-à-dire que dans le compassionnel et dans le lacrymal, tout ça emporte tout sur son passage. On a beaucoup de mal à réfléchir aujourd'hui avec recul. On est effectivement dans le compassionnel et on est, de par les réseaux sociaux, dans l'immédiateté. Donc, vous levez et puis dire, attendez, il n'y a pas d'éléments s'agissant de Merah, vous êtes inaudible. Et après vous, il y a 5 parties civiles qui racontent que les victimes sont dans un chagrin effroyable, ce qui est vrai, et il ne reste rien de votre parole, elle n'est pas efficace. Donc moi, j'ai renoncé, et plus je vieillis, plus c'est comme ça, moi je communique pendant les procès. Voilà. Après, oui,
Cependant, c'est extrêmement rare. Et puis de toute façon, comme je dénonce ce qui se passe sur les chaînes d'infos continues, où on fait des procès avant l'ouverture des vrais procès, avec un flic bidon qui ne connaît pas les PV, une présidente de cour d'assises à la retraite qui vient parler d'un dossier qu'elle ne connaît pas, un avocat qui n'a rien d'autre à faire que de parler d'un dossier qui n'est pas le sien, et un psychiatre qui raconte la psychologie du type qui est suspect alors qu'il ne l'a jamais vu, moi, je ne peux pas participer à des trucs pareils. Je trouve ça ridicule. Et je dis dans le bouquin, d'ailleurs, tapez 1, il est coupable, tapez 2, il est innocent, tapez 3, vous gagnez un voyage à Cayenne ou à l'île du Diable. Voilà. Et il ne reste rien de la présomption d'innocence dans ces machins-là, donc c'est pas la peine de participer à ça. Ça n'est pas fait pour un vrai contradictoire. Puis en plus, je vais vous dire autre chose. Je pense que les jurés ressentent favorablement cette espèce d'idée que vous leur réservez à eux votre travail, votre énergie, votre réflexion, et pas la galvauder avant l'ouverture du procès. Moi, je communique peu avant les procès. Très peu. Alors, oui, au fond. Bonjour, Robert Chahi de la télé l'Iran de demain. Et en acceptant que tout le monde mérite d'être défendu, j'ai un exemple, par exemple, à 10h du matin, un assassin ou un assassiné vient vous voir, vous acceptez comment? Il y a un choix, une conviction. Si c'est un assassiné, il a un peu de mal. De par nature. Il a raison. Non. C'est une façon de vous donner l'exemple. Comment le choix de défendre A et B, ça se fait, c'est-à-dire la sélection. Je vais vous dire, monsieur, oui. Vous venez me voir et puis vous me dites, voilà, mon fils, mais je veux illustrer le propos. Mon fils est en prison, voilà ce qu'il a fait, si les faits sont connus, ou voilà ce qu'on lui reproche. Bon, les critères, c'est quoi? Si vous me dites, l'affaire vient le 22 novembre devant les assises de Quimper, le critère, c'est mon agenda. Je vais vous dire, là, c'est pas possible, monsieur, parce que le 15 novembre, je suis déjà ailleurs. C'est contingence matérielle. Ensuite, je vais essayer de me faire payer, parce que je vis aussi de mon métier. Ensuite, il y a l'intérêt que je porte à l'affaire. Et puis ensuite, il y a la liberté que vous me laissez. Parce que si vous m'imposez un système de défense, vous prenez la porte. Je veux dire par là, monsieur, que je peux défendre un islamiste radical. Merah est, de ce point de vue, un homme qui est un idéologue dur. Mais je ne peux pas défendre un islamiste radical qui me demanderait de plaider que l'islamisme radical, c'est formidable. Ou un type qui refuserait de s'exprimer, raconterait que Dieu est grand et m'interdirait de prendre la parole pour... voilà, s'il ne collabore pas, moi j'y vais pas. Je ne suis pas un pot de géranium là devant lui. Vous comprenez? Je disais que je pourrais défendre un négationniste, mais pas un négationniste qui me demanderait de dire que les chambres à gaz n'ont pas existé. Vous voyez, je veux une liberté dans mon système de défense. Et puis moi, si j'estime que le dossier est cuit, archi cuit, et qu'il y a 25 preuves contre vous, et parfois ça arrive, et que vous me demandez de plaider un acquittement, c'est pas de la vertu, là, pas du tout, mais c'est de la conscience professionnelle. Je dis, monsieur, je ne peux pas vous suivre sur ce terrain-là, donc je ne vais pas vous donner satisfaction. Je suis incapable de plaider ça, ça correspond... Enfin, vous voyez, c'est tout ça, voilà, les critères, c'est cela, monsieur. Hein? Et... oui, enfin, je pense vous avoir à peu près tout dit. Puis après, il y a aussi des questions de compétences. Si vous venez me voir dans un domaine qui n'est pas le mien, je vous dirais non, je prends pas cette affaire. Voilà. Grosso modo, j'oublie peut-être 2 ou 3 choses, mais je pense vous avoir répondu complètement. Simplement, à titre d'indication, tu parlais d'agenda. L'agenda d'un avocat pénaliste comme toi est rempli combien de temps? Quelquefois, on parle des grands musiciens, les chanteurs d'opéra, c'est 4-5 ans à l'avance. Je ne sais pas, là tu parlais du mois de novembre. Non, peut-être pas, mais non, parce qu'il y a, 1 an et demi, 2 ans. Non, Nelson, parce qu'il n'y a pas d'affaires qui sont audiencées à 4-5 ans, mais... 1 an et demi à l'avance 6-7 mois, oui. 6, oui. Là, tu sais ce que tu feras le 15 décembre, par exemple, oui. à 14h. Ah oui. Ah ouais. Oui.
Tu ne fumeras pas le cigare dans la rue, c'est interdit. Non, non. Tu as je une reprends quelques visibilité jours de vacances. jusqu'à la fin de l'année, là, par exemple. Ah ouais, je prends quelques jours de vacances et ça doit s'arrêter aux alentours du 21 décembre, c'est un truc comme ça, ouais. Ah oui. Et il n'y a rien d'autre. Ouais, je vois. De septembre à décembre, il y a des procès importants et longs qui vont s'ouvrir et Tu parles trop le temps de venir ici. en attendant peut-être d'autres questions, tu parles, parce qu'évidemment c'est un surnom qui te colle au basque, si je puis dire, d'Aquitador, d'ailleurs qui a commencé par Aquitador, et puis tu dis avec beaucoup d'humour, je préfère, tu sens pas être totalement amoureux de ce surnom, mais tu dis que je préfère quand même ça que Perdator. Ouais, bon, à l'origine c'est un clin d'œil d'un de mes amis qui est le bâtonnier de Marseille, Dominique Mattei. On avait fait une réunion un peu comme celle-ci, là, pour les avocats à Marseille, puis il avait fait un petit jeu de mots sur Aquitador, bon voilà. Puis alors il y avait un journaliste dans la salle qui a écrit Aquitator, bon, ok. Et dans un mouvement assez panurgique, je me suis rendu compte que c'était devenu Aquitator, bon. Et j'ai même vu, quelques temps après, il y avait un film sur Canal, sur le professeur Viguier, qui avait été acquitté à Albi. Et j'entends, à ma grande stupéfaction, la journaliste qui dit ses confrères le surnomment Aquitator. Mais non, c'était pas vrai, quoi. Mais voilà, c'est devenu ce truc-là. Et alors après, oui, effectivement, j'ai dit c'est mieux ça que Perdator. Mais ce qui me saoulait un peu, c'est que ça faisait un peu. Les avocats, ils ont une obligation de moyens, pas de résultats. C'est comme les médecins. Et moi, dans ma vie, j'ai gagné des trucs ingagnables, c'est vrai, quelques-uns, puis j'ai perdu des trucs imperdables. Ouais. Et alors, je trouvais qu'Aquitator, ça faisait type qui perd pas, il y a quelque chose d'un peu mécanique, comme Terminator, là, ce truc. Bon, ça me chagrinait un peu, et j'étais obligé de dire. Et je le dis encore, d'ailleurs, vous savez, monsieur, moi je peux vous promettre que je vais essayer de vous défendre le mieux que je peux, mais je ne peux pas vous promettre le résultat. Ça, c'est compliqué parce que ça suscite parfois de telles attentes et de telles espérances qu'il ne faut pas que ce soit une espèce de truc de magie noire. Voilà la défiance que j'ai avec ce surnom. Bon, pour le reste, oui, c'est mieux que Perdator quand même. D'autres questions? Oui. On vous a vu notamment dans les films, dans les films. Ouais. Hier soir, ça a très bien marché. Voilà. Plusieurs millions de téléspectateurs, malgré le football. Ouais. Excellent. Et alors, c'est une bonne passion ou... Vous savez, écoutez bien. D'abord, si je jouais au golf, par exemple, voilà, ça n'intéresserait strictement personne. D'ailleurs, j'ai une relation particulière avec le président de la Fédération française de golf, parce que maintenant on s'écrit, puis on fait grinement vôtre. Parce qu'il m'a dit, ouais, vous critiquez le golf, c'est un type qui a beaucoup d'humour. Et on s'est amusé comme ça. Cette parenthèse... J'adore le golf. Mais ok, voilà. Bon. Moi, j'ai eu cette proposition. J'ai fait ça pendant mes vacances. Ça m'a fait marrer. J'ai adoré ça. Et alors, vous savez, certains disent en France, je ne sais pas si c'est en France ou ailleurs, mais enfin, certains disent en France, les gens, ils sont dans des catégories. Et puis voilà. Bon. Le jour où on me dira que j'ai mal bossé un dossier, parce que j'ai été faire des histoires là devant des caméras, j'écouterai la critique. Pour le reste, j'ai 57 ans, écoutez, vous êtes un jeune homme, je voudrais vous dire que j'ai passé ma vie à essayer de défendre la liberté des autres et que je m'autorise à être le seul à définir le périmètre de la mienne. Donc oui, ça m'a plu, j'y vais. Il y a des concerts qui m'ont dit la fois dernière, dans une audience publiquement, ah oui, mais nous, on ne fait pas les actrices. Et je dis, oui, mais en même temps, vous n'avez jamais proposé un rôle. Voilà, c'est ça, ce qu'on leur demande pas. Voilà, moi, c'est mon truc. Chacun en pense qu'il en veut. J'ai 57 ans, pas de compte à rendre, je fais de mal à personne. En plus, et puis j'aime bien, ça me plaît bien, et voilà, oui. Voilà. Tu jouais quelque part un peu ton propre rôle. Franchement, t'étais bien. C'était hier soir. Ouais, bon, je sais pas si si. Enfin, voilà, moi, j'ai pris du plaisir à le faire. Puis je vais vous dire un truc. Ce qui m'intéressait aussi, c'était moi, d'abord, j'ai toujours dit, avant même de faire un peu de cinéma. Enfin bon, j'ai toujours dit qu'il y avait une théâtralité dans le judiciaire. Alors, certains de mes confrères poussaient des cris d'orfraie. Ils disaient comment? Mais je dis, regardez, il y a des colonnes. C'est comme une salle de spectacle. Il y a des colonnes.
à l'infirmerie. Un jour, il m'a raconté qu'il était à l'opéra, puis quand ça sonne, il y a une sonnerie, il a failli se lever, c'est comme parce qu'aux assises, quand ça sonne, bon, voilà. Je veux dire, il y a des costumes, il y a un rituel, et dans l'expression, vous êtes dans une théâtralité. Dès que vous prenez la parole en public, vous êtes dans une théâtralité. Bon, voilà. Donc, il ne faut pas le nier, ça. Alors, les mauvaises langues disent, oui, mais les avocats, c'est des acteurs. Tous les orateurs, d'une certaine façon. Le présentateur du journal, du journal télévisé, il essaie de prendre une tête de circonstance, mais c'est normal. Mais je peux vous dire une chose, c'est que si un avocat n'est pas sincère, c'est comme quand un acteur n'est pas sincère. Et là, je parle d'une vraie sincérité, d'une vraie authenticité, ça se voit tout de suite. Et ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment des acteurs, sur un truc totalement de fiction, peuvent faire monter une émotion, alors que nous, on a quand même une vraie réalité tangible, qui est un être humain que l'on a l'honneur de défendre. Et ça m'intéressait beaucoup, ce rapport-là. Et c'est pour ça que j'y suis allé, puis j'ai pris du plaisir, et puis tout le monde a été sympa avec moi, et je me suis bien marré, pour résumer. Et je revendique ça, oui. Comment ça se passe justement avec le Conseil de l'Ordre dans ces cas-là? Est-ce qu'il y a un peu de jalousie quelque part? Non, le Conseil de l'Ordre, non. Pas du tout. Mais tu sais que Alberno avait déjà tourné pour Lelouch. Et alors, il avait rencontré... c'est une autre époque où les choses étaient plus... comment dirais-je, moins libre qu'aujourd'hui peut-être, et il avait rencontré une consoeur qui, persiflant dans les couloirs, lui avait dit « Alors, maître No, quel est donc votre prochain rôle ?» Et il avait répondu « Tenancier de bordel, madame. » Mais c'était il y a longtemps, hein. Non, mais le Conseil de l'Ordre, c'est les... Non, les avocats sont au cœur de la vie, donc il n'y a pas de raison que... Pas de jalousie particulière ou de... J'espère, mais moi, en tous les cas, à part ces quelques réflexions que je trouve assez minables, auxquelles j'ai eu droit, je trouve que personne ne m'a ennuyé avec ça, en tous les cas dans mon métier. Après, il y a évidemment des internautes, genre Moto 59, Faucon 73, vous savez, les mecs qui trouvent que... Mais je m'en fous de ça. Parce que c'est ça, au fond, on a beaucoup parlé aussi des réseaux sociaux. Tu en parles là, de toutes ces personnes qui déversent de la haine de façon anonyme. Oui, anonyme. De façon anonyme, ça c'est quelque chose qui visiblement ne te plaît pas du tout. Non, c'est pas malheureusement, terrible quand même. D'ailleurs, tu fais également quelques pages sur Balance ton porc. Enfin, on n'a peut-être pas le temps de s'y attacher. Oui, il y a peut-être d'autres questions et après nous devrons malheureusement conclure. Eric signera quelques... Alors peut-être madame et puis ensuite on prend derrière et après nous... Je voudrais savoir si dans les affaires que vous avez plaidées, oui. Est-ce qu'il vous est arrivé, parce que vous parliez de la sincérité de l'avocat, d'avoir eu la conviction que votre client était coupable, mais que du fait de votre défense, et parce que la charge de la preuve, je pense plutôt à des homicides, n'était pas établie et que vous avez pu le démontrer, vous avez permis l'acquittement de ces personnes. Mais votre conviction, parce que dans la relation, vous étiez fait une autre opinion. Alors, je vais vous dire, madame. On pose de bonnes questions. Non, c'est excellent comme question, ça, parce que là, on est au cœur de ce que peut être le métier d'avocat exercé par un pénaliste. Quand on plaide un acquittement, madame, il n'y a pas de sincérité ou pas de sincérité, en ce sens que on est sur quelque chose de très technique. Qu'est-ce qu'il y a contre vous si vous êtes accusé? Il y a le témoignage que l'on a entendu de madame une telle, mais il est contredit par le témoignage de madame une telle. Madame une telle dit que votre véhicule a été vu à 10h, mais madame une telle dit que à 10h, elle vous a vu ailleurs. On est purement technique, là. Bon, sincérité, pas sincérité, quand vous êtes dans le technique, voilà. Alors, pour répondre complètement à votre question, quand aujourd'hui je pense à des gens qui ont été acquittés, je me dis souvent, il m'arrive de refaire les procès dans ma tête. Je pense à quelques affaires en particulier et je me dis, mais il y avait quand même des éléments à charge. Ouais, mais il y avait aussi des éléments à décharge. Et finalement, au bout de mon délibéré avec moi-même, j'aboutis à une seule certitude, c'est que si j'avais été juré, au bénéfice du doute, j'acquittais. C'est-à-dire, je n'ai pas la certitude de la culpabilité, j'en tire les conséquences. Et
ce que je vais vous dire, c'est pas du tout de la provoque, c'est pas du cynisme. Mais tant que les cours d'assises acquittent de temps en temps un coupable, ça signifie que la charge de la preuve incombe au ministère public. Et cette décision, qui moralement est critiquable, est une décision judiciairement qui est intéressante, parce que ça signifie que le doute profitera toujours aux vrais innocents. C'est ce que Voltaire, à propos de l'affaire Calas, exprime de la façon suivante. Il dit « Il vaut mieux acquitter 100 coupables que de condamner un seul innocent ». Et c'est une réalité. Parce que tant que le doute est là, il est une protection pour le véritable innocent. Et de temps en temps, c'est vrai, il y a un type qui passe au travers des gouttes et qui échappe à la répression. C'est vrai. Mais c'est le prix du doute, ça. Et ce prix-là, il est essentiel. Parce que si on condamne avec un doute, alors là, on est très efficace, sans doute, mais on va fracasser beaucoup de vrais innocents. Hein. Ça, c'est une certitude. Le témoignage des époux Aubert dans l'affaire Christian Ranucci. Par exemple. Parce que tu en parles dans ton livre précédent qu'il a envoyé à l'échafaud, pour ainsi dire. Alors que, ouais, enfin bon, j'ai vu encore deux mains et après nous devrons conclure. Mademoiselle, peut-être. Vous racontez combien ça peut être difficile pour vous de vous installer. Quelles ont été les principales difficultés? Vous êtes jeune avocat, vous. Quel conseil vous C'est bien. C'est bien. Vous l'avez vu tout de suite. Vous avez prêté serment? Oui. Le petit, je suis avocate. D'accord. La grande difficulté, alors ça concerne sans doute pas tout le monde, mais je vais vous répondre, vous me posez la question. La grande difficulté, c'est que le barreau, aujourd'hui, ne parvient pas à absorber l'ensemble des jeunes avocats qui sortent tous les ans des écoles. Et pour moi, c'est une difficulté énorme parce que non seulement le barreau ne les absorbe pas, mais vous avez la possibilité de vous installer tout de suite. Ce qui pour moi est une catastrophe, une hérésie totale, parce qu'on le disait tout à l'heure, ce métier-là est un métier de transmission et il faut avoir un maître de stage. C'est pour moi absolument indispensable. Et je pense que le barreau y perdra en compétences s'il continue sur cette lignée-là. Alors là, je ne m'exprime qu'en mon nom, et c'est loin d'être l'idée générale et l'idée majoritaire au barreau, mais je pense qu'on ne peut pas faire venir des jeunes gens et au sortir de l'école, leur permettre de s'installer sans avoir le maître de stage, le contact avec le maître de stage, sa patte, sa façon de faire. Enfin, il faut beaucoup de temps pour construire un avocat. Et je trouve que c'est une catastrophe pour notre métier. Alors, si vous voulez un seul conseil, vous en voulez un seul, parce que voilà, c'est de bosser. Ouais, vraiment. Je pense que, écoutez-moi, je pense qu'il y a trop d'avocats là pour le moment, mais qu'on aura toujours besoin de bons avocats. Surtout par les temps qui courent. Donc accrochez-vous et travaillez plus que les autres. Une brève question et après... Ça fait un peu vieux con, hein, ce truc, mais bon. Est-ce que vous êtes inquiet d'un éventuel triangle aujourd'hui entre les magistrats, la presse et la police? Oui. Est-ce que vous pourriez élaborer? Élaborer, c'est pas très compliqué. Dans l'affaire Fillon, par exemple, dont d'ailleurs on n'entend plus du tout parler depuis l'élection présidentielle, hein. Il y avait une urgence absolue. Là, maintenant, ça dort du sommeil du juste, hein, je vous fais remarquer. Vous avez l'homme ou Davé, je ne sais plus lequel des deux, qui sur un plateau de télévision devant moi disent mais on a les PV, voilà. Et je leur dis mais comment vous les avez obtenus? Fillon n'a pas accès aux PV, donc c'est où la femme de ménage ou les juges qui ont les PV, voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Dans l'affaire libyenne, dites-moi, c'est pire encore. J'ai entendu toujours les mêmes d'ailleurs, et puis des gens de Mediapart évoquer leur connaissance du dossier. Moi par exemple, je défends M. Djouri, le dossier je ne l'ai toujours pas. Hein. C'est normal, il n'est pas mis en examen. Mais je ne suis pas moins légitime qu'un journaliste. Oui, je pense qu'il y a des violations patentes, graves, permanentes du secret de l'instruction. Oui, absolument. 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 Et je vais vous dire autre chose. Vous avez vu Cache Investigation là, sur l'affaire libyenne, que l'on devrait appeler Trash Investigation. Je vous explique pourquoi. Parce que les journalistes utilisent des moyens qui sont interdits à la police, et je le dis avec beaucoup de respect, à la police républicaine. Les caméras cachées, les histoires comme ça, la police ne peut pas utiliser ça. Alors, on fait de la caméra cachée,
on fait cette émission totalement à charge, et puis une fois qu'elle est réalisée, le juge d'instruction la saisit l'émission, et s'en sert dans son dossier. Bah écoutez, si ça s'appelle pas de la collusion, je vous donne un dernier exemple, c'est quand même Mediapart qui a demandé au procureur de la République de Paris des poursuites contre Jérôme Cahuzac. Bah, quand les journalistes se prennent pour des flics, je trouve qu'il y a matière à s'inquiéter. Voilà. Tu parles également d'écoute téléphonique entre Nicolas Sarkozy et son avocat, Thierry Herzog, qui sont avérés. Bien sûr, ouais. Ils se téléphonaient, la France entière savait qu'ils avaient un lien avocat-client, d'accord ? Et dans l'affaire dite libyenne, on a retranscrit des conversations téléphoniques, Herzog, Sarkozy. Et ils ont fait des recours, parce que c'est pas normal d'entendre un avocat quand il parle à son client. Et la Cour de cassation a rendu un arrêt très critiquable, très contestable, moi je dis même scandaleux, au terme duquel la plus haute juridiction de notre pays a dit oui, mais Nicolas Sarkozy n'a pas été mis en examen et n'a pas été placé en garde à vue dans cette affaire, donc le secret professionnel ne peut pas jouer. Bah, ça veut dire que dans une affaire de divorce, il n'y a pas de mise en examen, il n'y a pas de garde à vue, il n'y a plus de secret professionnel alors. Et ça c'est scandaleux, parce que ce qui est en cause, le secret professionnel de l'avocat, il ne protège pas l'avocat, il protège le client, il protège le justiciable qui vient lui confier son secret. D'ailleurs, ce n'est pas que des secrets criminels, ça peut être ça, mais ça peut être des secrets fiscaux, des secrets sentimentaux, des secrets industriels, que sais-je encore. Tu parles d'ailleurs très bien que dans ton bureau, tu en parles comme d'un sanctuaire. Ça devrait être un sanctuaire. Voilà. Or, c'est perquisitionné en permanence. Les juges d'instruction perquisitionnent de plus en plus les cabinets d'avocats. Et chez nous, ce que la loi réglemente, c'est la retranscription des écoutes. C'est-à-dire que la police écoute, et ensuite, si c'est un avocat, elle ne retranscrit pas. Mais elle a déjà écouté. Tandis qu'aux États-Unis, il y a un système très clair dans lequel vous êtes avocat, vous donnez tous les numéros de téléphone que vous êtes susceptible d'utiliser, et dès qu'il y a un coup de fil avocat, avec un des numéros répertoriés, ça coupe. Voilà ce qu'on fait aux États-Unis. Et voilà moi ce que je réclame. Alors, j'avais saisi tous les parlementaires avocats, il y en a quelques-uns, il y en a moins que sous la Troisième République, mais enfin, il en reste quelques-uns, pour dire, écoutez, il y a un vrai problème. Dans la plus grande démocratie, l'une des plus grandes et des plus belles démocraties du monde, les avocats peuvent être écoutés. À tout va. À tout va. Est-ce que vous allez légiférer ? Alors, j'ai eu des tas de réponses. François Hollande avait d'ailleurs dit qu'il légiférait, il ne l'a pas fait. Et il faut maintenant que le pouvoir prenne là-dessus ses responsabilités et réaffirme que, sauf s'il a commis des infractions, l'avocat ne peut pas être écouté. C'est normal s'il a commis des infractions. Il est injusticiable comme un autre. Et que son cabinet, c'est pas l'annexe du commissariat de police. Et qu'on ne peut pas venir perquisitionner sous n'importe quel motif. Je vous donne un exemple simple. Demain, on recherche un bandit en cavale. Il appelle son avocat. Ce qu'il a le droit de faire, puisque l'avocat peut représenter quelqu'un qui est en fuite. D'accord ? Eh bien, moi, j'affirme que si j'ai un coup de fil le lundi, le mardi, je suis perquisitionné dans le but de trouver une adresse, etc. Mais je ne suis pas l'annexe du commissariat de police, moi. Il faut qu'il y ait un endroit où ça se soit sanctuarisé. Et le cabinet d'avocat doit être inviolable. Sauf si, ça on est d'accord là-dessus, l'avocat commet des infractions. Évidemment, l'avocat qui trafique de la drogue, c'est normal qu'on puisse perquisitionner son cabinet. C'est même la moindre des choses. Mais dans un rapport avocat-client, ça devrait être totalement interdit. Or, ça n'est pas le cas. On multiplie. Vous parlez, monsieur, de police, magistrat, presse. Je dis que nous sommes de moins en moins invités à la table judiciaire. Voyez-vous ? De moins en moins. Et qu'il existe, je l'ai dit dans ce livre, j'ai dit dans l'autre aussi, une nouvelle, j'ai appelé ça une nouvelle race de magistrats, qui se fout mais complètement de ce que sont les droits de la défense et qui sont affranchis d'un certain nombre de règles. Voilà, moi ce que je pense, et je peux l'illustrer de multiples façons, et ça m'inquiète beaucoup. Une toute dernière question. Donc il va falloir qu'elle soit bonne, évidemment. J'espère. Vous venez de dire qu'il y a trop d'avocats, mais dans votre livre, justement, vous parlez vraiment de
l'École nationale de magistrature, et vous dites que pour être juge, c'est mieux d'être avocat d'abord. Donc, n'y a-t-il pas besoin de tous ces avocats qui vont devenir juges après? Donc, il n'y a pas trop d'avocats. Madame, d'abord, je vous rassure, elle est excellente, votre question. C'est la dernière. Non, ce que j'ai dit tout à l'heure, madame, c'est que je répondais à une question qui m'était posée par une future consoeur, c'est que, et elle peut confirmer mon propos, des écoles d'avocats sortent de jeunes avocats, évidemment, qui ne sont pas pris en stage aujourd'hui parce qu'il y a plus de jeunes avocats que de cabinets qui peuvent les absorber. Donc, il y a des gamins et des jeunes gens, des gamins, des gamines qui sont sur le carreau et qui s'installent tout seuls, et je pense que c'est dangereux pour la profession. Ça, c'est une chose que la profession devra régler. Sur l'École nationale de la magistrature, j'ai un certain nombre de positions qui sont clairement exprimées. Il y a un échange de lettres avec le directeur de l'ENM, qui est un type formidable, et qui m'a d'ailleurs invité, ce qui montre que... Monsieur Olivier Laurent, ouais, qu'il est loin d'être inaccessible au contradictoire. Je me suis retrouvé devant 380 futurs magistrats qui m'ont d'abord merveilleusement reçu, je tiens à le dire, et on a pu échanger, c'était assez passionnant. Dans le bashing ambiant, il y a un type du Monde qui a écrit que j'avais rétro-pédalé, pas du tout. J'affirme que on devrait revoir cette École nationale de la magistrature, notamment parce que, pour moi, on devrait d'abord être avocat avant de devenir magistrat. Pour une raison simple, c'est que je pense qu'à 26, 27 ans, 24 ans, je sais pas, quand on sort de ces écoles, le fait d'avoir tout ce pouvoir judiciaire peut le rendre arrogant. Et tandis que quand on est avocat, et vous allez en faire l'expérience, mais vous le savez déjà, on est forcément dans une posture d'humilité parce qu'on quémande, on vient demander. Et on sait ce que c'est que de se faire blackbouler, que de perdre, parce que, acquittateur ou pas, moi j'ai perdu plus d'affaires que j'en ai gagné. Hein. Ouais, d'accord ? Et parfois douloureusement. Et je sais ce que c'est que d'avoir le sentiment de l'injustice, le sentiment de ne pas avoir été entendu, le sentiment de tomber sur des juges qui s'en foutent, le sentiment de tomber sur des juges qui sont merveilleux. Je sais tout ça. Donc ça vous place dans une posture qui n'est pas une posture de « j'ai le pouvoir, je suis tenté d'en abuser », c'est la formule de Montesquieu. Voilà ce que j'essaie de dire. Et quand je vois le corporatisme de la magistrature, et quand je vois le comportement de certains juges que je dénonce, parce qu'ils préfèrent travailler avec la presse qu'avec les avocats, par exemple, eh ben je me pose un certain nombre de questions, et je pense que on pourrait, y réfléchir ensemble sérieusement. Je dis ensemble, tous les protagonistes du monde judiciaire. Voilà. Je crois que ce sera le mot de la fin. Éric, ça a été un vrai plaisir. Alors, il y a donc un certain nombre de livres qui sont arrivés. Enfin, il y a 2 livres. Il y a donc Direct du droit, ça c'est paru aux éditions Michel Lafon, il y a à peu près 1 an. Et puis celui qui est tout récent ici, Dictionnaire de... À ne pas confondre avec Dictionnaire amoureux, c'est pas la même collection. Dictionnaire de ma vie. Et là... là, c'est un régal, tout simplement. Donc voilà. Éric, mille merci. Je crois qu'on peut applaudir notre... Et rendez-vous certainement au mois de septembre et au mois d'octobre avec d'autres invités qui, j'espère, seront de cette dimension et sauront nous passionner autant. Bonne fin de soirée à vous tous.